Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact en partenariat cette semaine avec ProDurable, le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. On va centrer cette émission sur le rôle de la culture pour permettre aux citoyens de s'approprier ces enjeux, ces comportements écologiques. Ce sera l'un des thèmes de l'interview d'Isabelle Giordano, la déléguée générale de la Fondation BNP Paribas. Pour notre débat, on verra que la communication est un maillon essentiel de cette transformation environnementale et sociétale de notre économie. Ce sont de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits qu'il faut impérativement inventer. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée, vous le savez, aux startups éco-responsables, vous découvrirez Cargo Bike Trade, qui est une plateforme de vente et de location de vélos cargo. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes donc la déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, responsable des actions de mécénat du groupe, qui s'articule autour de 3 piliers, environnement, solidarité. On va beaucoup parler de culture, c'est le 3e pilier. C'est quoi d'ailleurs? Quel type d'action, de soutien? Vous soutenez des artistes, des festivals? Comment ça se passe? Alors les actions sont nombreuses. Effectivement, dans la culture, on soutient des festivals et des artistes. Dans le domaine de l'environnement, on soutient essentiellement des chercheurs. Et puis dans le domaine de la solidarité, qui est le plus gros de nos actions, c'est 50% de nos actions, beaucoup de soutien à des ONG, à des associations qui œuvrent dans 3 domaines: la jeunesse, les femmes, les réfugiés. Et si je devais vous résumer en fait tout ça, parce que les 3 piliers se tiennent en fait, les uns avec les autres. On ne peut pas faire une action efficace envers l'environnement si on ne tient pas compte de la culture. Et bien sûr, il faut une juste transition. Il faut aussi des actions solidaires. Moi, je dirais que le pivot de tout ça, ça tient en 2 mots. Il y a d'une part, essayer de trouver les actions les plus efficaces, et souvent ce sont les plus innovantes. Donc on parie sur ce qu'on appelle l'innovation sociale. Et puis la deuxième chose qui me semble vraiment correspondre à l'ADN de cette fondation, qui est une des plus anciennes fondations en France, c'est donner du pouvoir à tous ceux qui agissent. C'est vraiment donner les moyens d'agir, donner vraiment du pouvoir. Moi, j'aime bien ce mot pouvoir. Il faut l'utiliser à bon escient et surtout le donner à ceux qui en font quelque chose de bien. Donc surtout ceux qui agissent pour transformer la société. Si on se concentre sur les projets culturels, je vois plus de 350 projets culturels soutenus par la Fondation depuis sa création. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des spectacles qui ont vu le jour ou qui continuent grâce à la Fondation? Est-ce que c'est jusque-là l'engagement? Ah oui, moi j'ai envie de vous dire que c'est le plus beau des compliments. J'y suis pour rien. Moi, je suis là depuis 2 ans seulement, donc ça a été fait déjà depuis plus de 30 ans. C'est entendre un artiste dire si vous n'aviez pas été là, si le mécène n'avait pas été là, je n'aurais pas pu monter tel spectacle, ma troupe n'aurait pas pu vivre pendant 1 an, et un festival vous dire on n'aurait pas pu faire de spectacle et donner effectivement à voir, à comprendre pendant tant d'années. Et donc, du coup, je suis très très heureuse de voir à quel point, même si les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, bien sûr, dans le domaine de la culture, et j'ai suivi ça pendant très longtemps, à plusieurs niveaux, mais je pense qu'effectivement l'alliance d'un soutien à la fois public et privé pour la culture, il est extrêmement important. Comme il est important dans le domaine de la recherche. Le meilleur des compliments, c'est quand on entend un chercheur, surtout ceux qui sont en train de chercher des solutions pour le dérèglement climatique, vous dire on a besoin de l'argent du privé. Et on l'a entendu aussi au moment du Covid. On a bien vu que l'Institut Pasteur, ou tous ceux qui cherchaient une solution pour le Covid, ils avaient besoin de l'argent du privé. Donc je crois beaucoup, c'est vraiment Benoît Hamon qui est le premier, je crois, à utiliser cette expression, des nouvelles alliances. Privé, public, ONG, citoyens. Je pense que cette transition, cette transformation qu'on est nombreux à appeler de nos voeux, si on veut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle se fasse collectivement, ensemble, avec ces alliances. Vous parlez des chercheurs, tous ceux qui travaillent sur l'environnement, ils ont d'autant plus besoin de soutien qu'ils sont parfois attaqués par les climato-sceptiques ou même les climato-complotistes. On a vu apparaître cette catégorie. Il suffit qu'ils diffusent une information qui est le fruit de leurs enquêtes pour se faire attaquer. C'est une dimension importante de votre engagement aussi? Oui, parce qu'aujourd'hui, la philanthropie fait face à de nouveaux enjeux, des enjeux d'information. Quelqu'un a dit la prochaine grande révolution après celle de l'écologie, c'est la révolution des récits, des médias, de la fabrique des récits. Je pense que ça, c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Donc les fake news qui sont présentes partout, et y compris dans le domaine scientifique, pas seulement en politique. Et je crois aussi qu'effectivement, il faut que la philanthropie s'en occupe.
C'est la Fondation Jean Jaurès qui a publié une étude là-dessus. Est-ce que les mécènes aujourd'hui, est-ce que les fondations d'entreprises ne devraient pas s'occuper aussi un peu de démocratie? Donc c'est nouveau. Il y a des gens qui disent ah ben non, on ne fait pas de politique. Ouais. Mais est-ce que c'est encore de la politique? On a beaucoup parlé de l'entreprise citoyenne. On parle de responsabilité, bien sûr. On commence à parler de l'entreprise républicaine. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est encore plus, j'ai envie de dire excitant, mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant. C'est le bon mot, je trouve. C'est un défi collectif. Quoi. Vous le dites aussi, les journalistes le disent souvent, on vit une révolution qui n'est pas seulement une révolution verte, c'est une révolution totale d'un modèle de société qui est amené à se transformer. Et je pense qu'effectivement, ces multicrises, elles sont à la fois environnementales, sociales et démocratiques. Et c'est là qu'on touche ce mot, cette expression d'écologie culturelle dont on parle maintenant, dont on va parler dans notre débat, et que vous allez évoquer dans une table ronde à ProDurable. Ça veut dire quoi pour vous, ça? C'est cet enjeu collectif de voilà, c'est à la fois un enjeu collectif de ne pas voir l'environnement d'une seule manière. C'est-à-dire que je pense qu'il faut parler effectivement de tous les enjeux sociaux qui sont autour de la question environnementale. Donc on parle aussi, il y a vraiment beaucoup de mots qui sont utilisés, on parle aussi de juste transition. Donc il faut utiliser les mots qui sont les plus faciles à comprendre. Écologie culturelle, oui, pourquoi pas. Et il y a quelqu'un aussi qui a parlé en dehors de la RSE, qui a parlé de la RCE, je crois que c'est quelqu'un d'Avas, Julien Carrette, et la responsabilité culturelle des entreprises, elle est là aussi. Elle est dans cette idée que les entreprises ont aussi un rôle à jouer d'un point de vue collectif, et puis peut-être aussi, on peut aussi se poser la question, je crois qu'on se l'est déjà posé, c'est peut-être que les entreprises n'ont pas toujours tout bien fait auparavant. Donc du coup, cette responsabilité, elle est là. Donc elle est à la fois sociale, environnementale et culturelle. Et si on parle du secteur des professionnels de la culture, il y a un double aspect. Il y a le bilan carbone ou même le bilan biodiversité des événements ou des films. Oui. Et puis ensuite, il y a les messages que l'on fait passer. D'abord sur la révolution environnementale de ce secteur. Est-ce que vous avez, vous, l'impression, pour le connaître depuis pas mal d'années, qu'elle est en cours, elle est en retard par rapport à d'autres secteurs? Comment vous l'analysez? Ah non, moi je trouve qu'elle est en cours. Elle n'est pas forcément en retard. Je vois dans le domaine de la pub, la communication responsable. Et puis c'est vrai que dans notre domaine, ou dans le domaine que je connais bien, par exemple le Festival de Cannes, on a vu qu'il était passé au vert. La plupart des grands festivals de cinéma prennent en compte cette question-là. Vous avez parlé des tournages de films. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que mécène, nous, en tout cas Fondation BNP Paribas, on demande à tous les festivals de musique que l'on soutient, beaucoup de festivals de jazz, d'avoir une démarche éco-responsable et d'avoir aussi un respect de l'égalité femmes-hommes. Parce que bien souvent, dans le domaine de la musique, la Fondation BNP Paribas est un des plus anciens soutiens au jazz, qui est un domaine qui a été très peu mécéné, la danse contemporaine. Est-ce que l'égalité femmes-hommes est respectée dans ces deux domaines que je vous cite? Pas vraiment. Donc du coup, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais la révolution est en cours. Et souvent, c'est une révolution silencieuse. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément à tort et à travers, mais il faut continuer de se dire que cette révolution est en cours parce qu'il y a des efforts réels. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se retroussent les manches pour que ça fonctionne et c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Donc il y a le secteur qui se transforme et puis il y a les messages, ce qu'on raconte dans un film, dans un spectacle. Ouais. Est-ce que ça peut être plus efficace pour vous qu'un rapport du GIEC ou une injonction politique? Alors, c'est pas plus efficace qu'un rapport du GIEC. On a besoin du rapport du GIEC. Et le rapport du GIEC, il a besoin d'un porte-voix, donc un étendard. Et je pense qu'effectivement, les récits, ça, c'est très important. Et là, je reviens à votre précédente question. Oui, là, je pense qu'on est en retard. Là, je pense que tout le monde n'a peut-être pas compris à quel point on pouvait utiliser ce soft power. J'utilise le mot à bon escient parce que pendant 6 ans, j'ai fait que ça. Et effectivement, il faut utiliser un maximum de récits, tous supports confondus. Ça peut être une BD. Jean Covici l'a fait avec... on le sait, un énorme succès. Je crois qu'il y avait eu plus de 300 000 exemplaires vendus. Que ce soit l'audio, la vidéo, les films, les films longs, les films courts. Don't Look Up est un formidable récit. À sa manière, Barbie a fait passer un message féministe au monde entier. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Plusieurs films sur le désarroi des agriculteurs, par exemple. Oui, Édouard Bergeon. Bien sûr. Voilà. Donc, on peut encore s'y mettre. Il ne faut pas voir ça comme une contrainte. Voilà, je dis qu'on a encore beaucoup à faire. C'est qu'il faut sensibiliser, faire changer peut-être un peu les mentalités. Moi, il y a un sujet qui me tient très à cœur parce que c'est un des combats prioritaires de la Fondation que j'ai la chance de diriger, c'est le combat pour les réfugiés. On aura de plus en plus de réfugiés climatiques. Il y aura et il y a déjà de plus en plus de réfugiés qui arrivent en Europe. Donc il faut les intégrer, il faut les aider à apprendre la langue qu'ils souhaitent et les aider peut-être aussi à apprendre des choses qui vont leur donner un emploi, par exemple le numérique. Et là,
Dieu sait s'il faut changer les mentalités. Vous avez peut-être vu les derniers sondages. Comment est-ce que, ne serait-ce que si je prends le cas de la France, ou en Europe, on considère le réfugié ou les réfugiés, voilà, il faut changer les mentalités. On va rester sobre, en tout cas dans l'analyse et le constat. Oui. Mais effectivement, il y a beaucoup à faire. Et les récits, mais c'est surtout... Moi, je trouve que ça donne envie d'agir. C'est quoi, si on parle de cinéma, par exemple, oui, si on parle de cinéma j'ai cité Impact, quelques par exemples. exemple, Oui, on a cité, même on peut citer les films de Cyril Dion. Il y a beaucoup il y en a beaucoup qui donnent envie d'agir, qui permettent de changer à la fois les comportements et les mentalités. Pas assez. Je pense que le milieu du cinéma, de la télévision, croit peut-être encore qu'on va lui donner trop de contraintes. Et voilà, mais on est nombreux, en tout cas, à œuvrer pour une forme de sensibilisation. Mais peut-être faut faire beaucoup de pédagogie et d'éducation aussi, d'éducation populaire. Peut-être parce que, pardon de vous interrompre, les premiers films un peu marquants qui ont été faits sur ces thèmes-là, là je parle vraiment de la transformation environnementale, c'était plutôt des films anxiogènes qui étaient essentiellement, voire exclusivement sur ce registre. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là finalement? Tout à fait. Et on sait aussi qu'on peut utiliser d'autres formes de récits, notamment le récit grâce à l'humour. On peut faire passer beaucoup de messages, on peut transformer beaucoup de choses. Mais c'est très intéressant de se dire, est-ce qu'un film va vous rendre moins raciste ou plus écolo? J'avoue que je m'intéresse quand même au cinéma depuis près de 30 ans. Je n'ai pas encore la réponse. Mais je pense qu'en tout cas, ça aide. Ça aide considérablement. Et puis, ça crée du lien. Là encore, je vous disais que nous travaillons tous les jours sur l'environnement, la solidarité, la culture. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ils sont liés. Et c'est vrai que si vous voulez accélérer, puisqu'en fait, une fondation, ça sert aussi à ça. C'est un accélérateur, c'est de la prise de risque. C'est faire en fait ce que les autres, que le secteur marchand ne fait pas. On est là vraiment pour travailler sur le gratuit, le non marchand, sur l'acte vraiment de don. Et je trouve que franchement, il n'y a rien de mieux que d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés. Et parfois, venir là où l'État fait pas ou mal son travail. Les trous dans la raquette, oui, ça c'est une expression que j'entends beaucoup dans le monde de la philanthropie. Oui, on est là aussi pour aller. Et puis on est là aussi, non seulement pour aller dans les trous dans la raquette, mais pour aller encore au-delà, comme une sorte de vigie, de lanceur d'alerte, le mot serait trop fort, mais en tout cas d'être en prospective, qui est un domaine extrêmement important, d'essayer de voir quels seront les enjeux de demain, et on sait qu'ils seront nombreux. Merci beaucoup Isabelle Giordano, et bon pro durable. On continue de parler de ces enjeux d'écologie culturelle dans notre débat. Merci beaucoup. Et on n'est jamais assez nombreux pour faire le bien. C'est une expression que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, donc je la répète partout. On la reprend, on n'est jamais assez nombreux pour faire le bien. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Yasmina Auburtin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes consultante Nouveau Récit chez Imagine 2050, et Pierre Gilbert, bonjour, le cofondateur de Sator. Il y a une expression que j'emploie quasiment tous les jours dans cette émission, évidemment, c'est transformation environnementale et sociétale. Quand je dis ça, c'est pas très sexy. Est-ce que votre métier, c'est de rendre cette transformation plus désirable d'une certaine façon? Exactement. Moi, c'est mon envie première au quotidien de retourner dans ces métiers que j'ai pratiqués par le passé. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans les médias traditionnels, que ce soit la presse, les sites internet et beaucoup de télévision, justement. Puis après, de la publicité. Et je sais le pouvoir de ces métiers pour justement infuser nos modèles de société, ça infuse nos désirs, nos envies, les rôles modèles auxquels on a envie de ressembler, et on est vecteur de transformation. Ouais, avec une responsabilité qui est évidemment importante. C'est quoi Imagine 2050 ? Alors Imagine 2050, c'est un collectif d'intervenants qui viennent de ces métiers-là, justement, et qui viennent former dans les médias, dans les groupes de publicité. Donc, on travaille avec TF1, à France Télé, où on a accompagné des récits tels que Plus belle la vie, par exemple. On est allé infuser ces nouveaux récits, nouvelles manières d'être au monde, et face à l'environnement aussi, avec les scénaristes de Plus belle la vie. Des éditeurs. On a travaillé avec Glénat sur une nouvelle série de romans jeunesse qui voulait adresser ces sujets-là. Groupe Publicis, bientôt Havas. Alors on en reparlera du rôle de la pub, parce que c'est une question qui est centrale. On va parler notamment de formation dans ce débat. Pierre Gilbert, c'est la vocation de Sator. C'est quoi Sator ? Pourquoi vous l'avez créé ?
Absolument. Alors Sator, c'est la première plateforme de grande masterclass francophone dédiée aux transitions. En fait, on va chercher les plus avant-gardistes dans leur domaine et on construit avec eux un cours qui fait une dizaine d'heures en épisode d'une demi-heure. Donc c'est un format un peu série Netflix. Quelque part, c'est comme si on Netflixisait des cours du Collège de France, mais sur des enjeux qui sont ou directement liés aux transitions ou qui sont des outils au service de ces transitions. Ouais. Qui il faut former? Là, vous parliez, c'est prioritairement les décideurs, les chefs d'entreprise, les cadres dirigeantes et dirigeants. Qui il faut former? C'est tout ça à la fois, mon général. Il faut tirer tout azimut parce que on n'a plus trop le temps. Donc, typiquement, nous, on a une interface grand public où chacun peut acheter un cours Sator. On forme les entreprises, on est Calliope, et voilà, les élus, les fonctionnaires aussi territoriaux. Les élus, oui, j'ai oublié les élus dans ma liste, et ils sont importants. Donc, tout le monde en parallèle, et c'est l'intérêt de nos formats, c'est que c'est facilement scalable quelque part. On parlait d'écologie culturelle avec Isabelle Giordano juste avant. C'est un concept que vous avez forgé en quelque sorte avec d'autres. Ça veut dire quoi exactement pour vous? C'est quoi l'écologie culturelle? Par définition, chacun peut y transposer un peu ce qu'il veut, hein, c'est l'objectif. Nous, on a écrit ce manifeste de l'écologie culturelle avec Patrick Scheder et Nicolas Escac pour déjà populariser un petit peu ce qui, nous, dans notre ADN culturel en tant que Français, était déjà écolo. En fait, l'écologie, elle n'a pas 30 ans, elle a plusieurs siècles en France. On a des grands auteurs comme Victor Hugo, comme Georges Sand, qui étaient déjà écolos. Donc on s'est dit, le pire ennemi du changement, c'est le cerveau humain. On a tout un tas de biais qui nous encourage à ne pas changer. Pour casser un peu ces biais-là, on s'est dit, on va aller expliquer aux gens que l'écologie, c'est pas quelque chose de nouveau. On n'a pas à en avoir peur de cette grande transition. C'est quelque chose qui est là depuis des siècles, dont on parle depuis des siècles. Et puis, alors, moi, mon apport en tant que prospectiviste en matière de risque climatique dans ce collectif, c'est aussi d'aller convoquer un peu la science, et notamment les neurosciences et la psychologie, pour justement détecter les biais qui empêchent la transition écologique. Quels outils vous utilisez, vous, je reste sur cet enjeu qui va avec, évidemment, de formation pour finalement diffuser ces impératifs, parce qu'on en est là, d'écologie culturelle, voilà, à vos interlocuteurs, que ce soit des chaînes, des patronnes, des patrons. Voilà, ces grands leaders des industries culturelles et créatives qui, justement, alimentent ces récits, qui font nos imaginaires, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de plusieurs choses. Ils ont besoin de comprendre les enjeux déjà, parce que... Donc il y a un langage commun en quelque sorte. Il y a la connaissance scientifique déjà, tout ce qu'on n'a pas appris nous à l'école au moment où on a été journaliste, producteur, comme moi je l'ai été à une certaine époque. Donc il y a vraiment un besoin de connaissance. Au-delà de la conscientisation que les choses vont mal, que ce soit au niveau de la planète ou de la justice sociale, il y a un besoin de vraie connaissance. Donc là, il faut apporter cette connaissance-là, et ça sert justement d'avoir été journaliste par le passé, parce que du coup, on peut les aider aussi. De l'inspiration, beaucoup d'inspiration. Ils ont besoin de belles histoires, ils ont besoin qu'on leur raconte ce mode de société désirable qui est à la fois respectueux des limites planétaires et de la dignité humaine. Donc on pense dans la théorie du donut de Kate Raworth par exemple. Il y a une vraie carence à imaginer comment ça pourrait être bien, comment ça pourrait être bien se passer. Donc là, on met de nouvelles lunettes et on ne va pas aller chercher à imaginer des utopies bisounours qui sortent de nulle part. On s'appuie sur des expériences qui marchent, qui existent déjà. Et puis on leur donne la preuve aussi qu'ils peuvent l'incrémenter dans leur métier en leur donnant de l'inspiration. Quelle campagne de pub, quel film a réussi à instiller tous ces éléments qui vont rééduquer notre regard sur une société qui pourrait être très différente de celle dans laquelle on vit. Et la dernière chose dont ils ont besoin, c'est qu'on leur source des outils qui existent et qui vont leur permettre d'être agissants tout en étant apprenants directement au sortir de nos formations. Oui, vous parliez, Pierre Gilbert, des intervenants dans ces conférences, enfin dans ces sessions de formation. Vous disiez avant-gardistes. C'est intéressant, donc ils peuvent être un peu pionniers même, ou pionnières d'une certaine façon, avec le risque que ça suppose, parce que l'une des difficultés de cette transformation qu'on vit, c'est de prendre la bonne route, quoi. C'est de choisir des solutions qui sont les bonnes solutions, et parfois on peut se tromper. Comment vous êtes sûr que vos avant-gardistes sont les bons? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on est sûr de rien, c'est un processus alchimique, la sélection de nos professeurs Sator. Ça va du général Vincent Desportes, qui est l'ancien directeur de l'école de guerre, sur l'art de la stratégie, par exemple, qui est le premier, disons, grand théoricien et praticien de la stratégie à l'avoir aussi apporté dans l'entreprise. Donc on a fait un cours de 9h30 avec
avec lui là-dessus, où il file tous les outils. Jusqu'à, on a le responsable du pôle énergie de Carbone 4 qui nous a fait un cours sur la transition énergétique, Alexandre Joly, qui lui a une vision d'ingénieur, mais très très structurée, très très claire. Donc on alterne un petit peu ces profils. On va avoir un cours avec l'économiste Gaël Giraud, par exemple. Donc après, est-ce que leur vision est la bonne? On ne sait pas, mais comme le disait Yasmina, l'important c'est aussi d'inspirer. Parce que c'est comme ça qu'on met en branle les émotions quelque part. Ouais. Sur le rôle de la publicité, je voudrais bien qu'on prenne quelques minutes pour vraiment se concentrer là-dessus. La pub, si on fait le constat, elle a accompagné depuis des décennies le développement de la société de consommation, parfois même de la surconsommation, de tout ce qu'on essaye de mettre de côté, l'économie linéaire, etc. etc. Est-ce que c'est la mieux placée pour prendre le virage ? Alors, tout le monde n'est pas convaincu de ça, mais moi, je suis convacue, oui, que c'est qu'ils sont très, très bien placés pour avoir autant travaillé dans les médias que la publicité. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui d'effectivement avoir été le bras armé de l'imaginaire qu'on nomme, nous, le business as usual, celui qui est dans le déni des enjeux, enfin des limites planétaires notamment. Ils sont aujourd'hui plus encore le bras armé d'un imaginaire qui est dominant et qui est peut-être un peu plus dangereux. Enfin, nous, on pense qu'il est plus dangereux, c'est l'imaginaire technosolutionniste, qui ne nie pas la réalité mais qui dit le cerveau humain trouvera la solution comme il l'a toujours fait. Oui, on est les plus forts. Mais voilà. Mais pardon, mais alors là, ça dépend des donneurs d'ordre, mais il y a aussi des agences de pub qui sont derrière des campagnes qu'on qualifie de greenwashing et qui sont nettement du greenwashing. Alors, ils sont dans une dissonance, comme nous le sommes tous, à des niveaux très très différents. Et ce qui va manquer aujourd'hui, c'est être accompagner justement peut-être la transformation, et de beaucoup d'agences y travaillent pour faire en sorte que la publicité vienne accompagner un nouvel imaginaire, ce nouvel imaginaire de sobriété que j'appelle de plus en plus souvent moi un imaginaire de nouvelles abondances, parce que justement il faut que ce soit sexy. Le problème de l'imaginaire sobre, c'est qu'on entend tout de suite ce dont on va être privé. Oui, on a tout de suite une image de ceinture qui se serre, quoi. Alors qu'il va falloir vraiment mettre la lumière sur tout ce qu'on a à gagner, parce qu'on a beaucoup à gagner dans ce nouvel imaginaire. Et là, les créatifs, ils ont besoin énormément d'inspiration pour faire aussi accompagner cette transition des entreprises pour lesquelles ils travaillent, où ils sont souvent aussi, à travers le planning stratégique, promoteurs aussi de l'exploration d'autres réalités qui sont de toute façon aujourd'hui nécessaires. La prise de conscience, elle est vraiment là. Pierre Gilbert, je parlais des donneurs d'ordre, ils ne sont pas tous au même niveau de prise de conscience, déjà, il y a ce qu'on disait. Pour certains, ça veut dire changer le modèle économique de leur entreprise. Là aussi, il faut trouver comment rendre un tel message non anxiogène, déjà pour ses salariés, et puis plus généralement pour ses clients, pour la société. Alors, moi, je crois beaucoup au fait de passer par la psychologie individuelle et de poser la question à ces décideurs-là, est-ce qu'eux-mêmes sont heureux en ayant quand même un peu de conscience du fait que parfois leur entreprise ne va pas vraiment dans la bonne direction, ne serait-ce que par rapport au futur de leurs enfants. Alors, souvent, ces gens se racontent un propre récit, sont dans le déni, mais c'est un besoin vital, sinon on craque. Mais voilà, se poser la question du bonheur, en fait, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui ont fait des choix de réorientation vers des business models beaucoup plus régénératifs ou soutenables, mais authentiquement, et qui sont beaucoup, beaucoup plus heureux, qui sont passés d'une logique de chaîne de valeur à une logique de cascade de valeur, qui font certes un petit peu moins de croissance, mais une croissance qui est plus pérenne, qui est plus durable, et qui produisent plus de bonheur. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette écologie culturelle. On vous retrouvera d'ailleurs dans la plénière, c'est ça, de ProDurable. C'est le 12 et 13 septembre prochain, événement majeur de l'économie responsable. C'est au Palais des Congrès à Paris. C'est notre rubrique Start-up. Tout de suite, tous à vélo cargo.
Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Clément Fouillet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Cargo Bike Trade. Vous l'avez créé en novembre 2020. C'était quoi l'idée de départ, le déclic ? Eh ben, en fait, c'est lorsque j'étais étudiant à Bordeaux. Il se trouve que pour moi, le vélo, c'est un amour de jeunesse qui a commencé avec le BMX. Okay. Et pour ma part, lorsque j'étais étudiant, j'avais besoin d'un petit peu d'argent de poche, dirons-nous. J'ai commencé à vendre quelques vélos. Et puis, vers 2016, finalement, j'ai vu sur les trottoirs de Bordeaux les premiers vélos cargo stationnés. Et à partir de là, j'ai commencé à vouloir m'en procurer pour essayer de les revendre. Il était impossible de trouver une plateforme concrètement qui proposait des annonces bien triées, bien filtrées. Donc, ok, c'est une offre qui n'existait pas. Exactement. Donc vous avez dit, allez banco, je crée l'entreprise, quoi, c'est ça ? Tout à fait, voilà. J'ai pas mal cherché sur Le Bon Coin et d'autres plateformes spécialisées dans le vélo. Je voyais pas de catégorie vélo cargo. Ils étaient tous perdus dans vélo de ville, vélo tout chemin, vélo de course. Et finalement, c'était une vraie galère pour trouver... Vous avez eu quoi, l'intuition que ça allait devenir quand même ? Parce que là, on en voit de plus en plus des vélos cargo. Donc c'est là-dessus que vous avez parié ? Alors l'intuition, je pense qu'elle a toujours été là. J'ai senti effectivement que j'en voyais de plus en plus dans les rues. Et au-delà de ça, c'est une conviction personnelle, je dirais, qu'on peut faire bien plus que simplement se déplacer à vélo. On peut aussi déplacer tout son quotidien avec soi, notamment ses enfants et ses courses, etc. et bien plus. Ouais. Alors comment ça marche ? C'est quoi cette plateforme ? C'est une plateforme d'achat, de location, de vente ? Comment ça marche ? Eh ben, c'est à peu près ça. En fait, c'est une plateforme qui a deux fonctionnalités. On peut déposer une annonce soit pour vendre un cargo, on s'en sert plus, les enfants ont grandi, ce genre de choses, on déménage. Et deuxième fonctionnalité, tout simplement louer son cargo pour ses voisins, pour éventuellement se rembourser son propre cargo parce que c'est un prix. Voilà, vous pouvez trouver des annonces autour de chez vous, tout simplement. Votre modèle économique, il repose sur quoi ? Sur un pourcentage de la transaction, tout simplement ? Exactement, à terme, c'est ce que j'espère. Pour le moment, il faudra plus de volume, mais voilà, je tends à me faire connaître et j'espère un jour pouvoir prendre des commissions à condition que j'offre une vraie valeur ajoutée lors du dépôt d'annonce. Alors justement, c'est quoi la valeur ajoutée que vous voulez proposer à vos clients ? C'est quoi l'idée ? Aujourd'hui, c'est d'abord une visibilité, parce qu'il faut savoir que vendre un vélo cargo, c'est pas forcément évident. C'est, je dirais même une plaie, ça coûte cher. Les gens n'ont pas vraiment cette culture du cargo. Et donc, je concentre toutes les annonces pour commencer, et en-delà de ça, j'essaye de recentrer toutes les informations qui ont attrait au cargo, notamment comment envoyer son vélo cargo, comparer les différents modèles, et je donne tout un tas d'astuces en fait qui viennent finalement agréger des visiteurs sur la plateforme. Est-ce que c'est une sorte de communauté, celles et ceux qui utilisent des vélos cargo ? Eh bien, j'ai envie de dire oui, mais ça aurait tendance finalement à devenir quelque chose de plus en plus lambda, et j'en suis très content. Aujourd'hui, c'est une communauté que je regroupe au travers d'un groupe Facebook qui est dédié aux annonces de vélo cargo. Et maintenant, c'est vrai qu'on se fait de moins en moins coucou dans la rue quand on a un vélo cargo entre propriétaires. Parce qu'il y en a de plus en plus, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un système qui s'appelle Test and Ride que vous proposez, c'est quoi ? Alors, Test and Ride, c'est effectivement une entreprise partenaire qui a effectivement une flotte de vélo cargo. Je travaille pour eux en parallèle de mon projet. Parce qu'il faut évangéliser aussi, parce que vous dites, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, mais peut-être il y a un certain nombre d'utilisateurs qui hésitent à se lancer. Complètement, il y a plein de freins finalement. Ça va être d'abord le stationnement. Beaucoup de gens aimeraient se débarrasser du scooter ou de la voiture, mais il faut pouvoir le garer. Et puis après, ça va être le prix. Aujourd'hui, il y a une offre qui est assez réduite et les prix sont relativement élevés pour un foyer moyen. Est-ce qu'on trouve des vélos cargo français ? Alors, la question, on pourrait la généraliser sur les vélos, mais sur les vélos cargo. Les vélos cargo français, à ma connaissance, il y en a des initiatives. Ils sont encore, je dirais, dans leur coin, mais on en voit émerger de plus en plus. C'est quoi pour vous la suite ? Vous êtes installé à Paris depuis le mois de mai dernier. C'est parce que c'est là qu'il y a le plus de vélos cargo en France ? Exactement, j'étais au Mans juste avant. Et puis, je me suis rapproché de Paris parce que c'est là où il y a la plus grande densité de cargo, c'est là où il y a le plus d'acteurs, et juste pour le plaisir, effectivement, d'être au plus près de l'objet auquel je pense tous les jours, finalement. Merci beaucoup, Clément Fouillet, et bon vent à
Cargo Bike Trade. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact en partenariat avec ProDurable. Je vous dis à très vite sur les antennes de Bismart et je voudrais remercier Alix Nguyen à la programmation et à la production, la réalisatrice Alice Pitavi et au son Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!